plaisir. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Vous avez des problèmes de couple, ou c'est un peu tendu du genou car vous n'arrivez plus à vous épanouir. Tu voudrais mettre un peu de piment dans tes relations avec ton ou ta partenaire. Ne bouge pas, tu vas aimer son prénom. C'est de l'or. De l'or? De l'or? Ben alors, je te présente notre coach de vie et sexologue, Laure Bouquéry. Bonjour. Bonjour Baud. Comment ça va? Bien, super. Ça fait plaisir de t'avoir dans les studios du 105.4 de Radio Panique. Merci. Alors, quelques petites questions pour nos auditeurs de Radio Panique que j'ai préparées en espérant que tu pourras y répondre. J'espère que tu as bien aimé cette petite introduction. Ouais, voilà. super. En plus, c'est marrant, de l'or. Bah oui, de l'or. Ouais, enfin, On me l'avait jamais faite. voilà, donc je me suis dit, tiens, mais de l'or. Tu as un prénom d'or, en fait. Enfin, tu as un prénom doré, l'or. Prénom doré. On peut voir ça comme ça. Voilà. Alors, Laure, tu es donc sexologue et coach de vie. Alors, ma première petite question, c'est qu'est-ce que la sexualité pour toi en tant que sexologue? Alors, c'est une bonne question parce que j'ai une vision de la sexualité qui est un petit peu différente de la vision classique. Pour moi, la sexualité, ce sont toutes les pratiques qui sont destinées à apprendre à donner du plaisir, mais aussi bien d'un point de vue sexuel que sensuel. Donc, j'inclus vraiment tout ce qui est sensualité dans la sexualité. Voilà, donc la sexualité, ça va être tout ce qui concerne vraiment les organes sexuels. La sensualité, on est plus dans tout ce qui est utilisation des 5 sens pour découvrir l'autre, pour explorer, pour s'explorer soi-même aussi et se découvrir soi-même. Et donc voilà, pour moi, la sexualité, c'est ça. C'est vraiment toutes les pratiques qui ont à voir avec ces deux dimensions. Et ce soir, on parlera sans tabou, évidemment. Oui, en effet. Parce que c'est très important de parler sans tabou sur les ondes du 105.4. En effet. Alors d'abord parce que le tabou, c'est vraiment mon dada. C'est vraiment ma passion. Moi, j'adore déconstruire les tabous, les identifier et parler des choses dont on ne parle pas d'habitude. Pour moi, c'est vraiment super important. Et puis, on parle sans tabou, bah oui, j'utilise les mots pour dire les choses. Donc, ce sont les mots du dictionnaire. Comme pénis, par exemple. Voilà, j'appelle un pénis un pénis. Et un vagin, un vagin. Et un vagin, et une vulve, etc. Et donc, j'utilise ces mots au moment approprié. Comme on parle de cuisine quand on est un cuisinier, voilà, pour moi, il n'y a pas de tabou sur les mots. Donc, ne soyez pas choqués si j'utilise effectivement parfois des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors, comment tu définirais la notion du plaisir sexuel ? Alors, le plaisir sexuel, c'est le plaisir qu'on obtient par stimulation des zones érogènes. Alors, il y a 2 types de zones érogènes. Il y a les zones érogènes dites classiques, qui sont les parties intimes, donc le sexe, les seins en général, la bouche. Et puis, il y a les zones érogènes qui sont propres à chacun et qui sont à peu près n'importe quelle partie du corps. En réalité, tout le corps peut être érogène s'il est stimulé de la bonne manière. Et donc, voilà, tout le plaisir qui va être obtenu par stimulation de toutes ces zones-là peut apporter du plaisir sexuel. Ok. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients des pratiques sexuelles ? Alors déjà, ça dépend de quelle pratique on parle. Les avantages des pratiques sexuelles destinées à nous apporter du plaisir, c'est le plaisir, justement. Donc, c'est pouvoir prendre du plaisir soi-même, pouvoir en donner à une ou plusieurs autres personnes. Et l'objectif, c'est un bien-être, un mieux-être général. Les inconvénients des pratiques sexuelles, ils surgissent à partir du moment où les pratiques sexuelles portent préjudice à soi-même ou à quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où on part dans tout ce qui est abus, dépendance à la sexualité sous diverses formes, violence, etc. Là, ça devient un problème, effectivement. Et donc, il faut pas hésiter dans ce cas-là à consulter pour pouvoir parler des problèmes qu'on rencontre, soit parce qu'on est dans la situation de l'agresseur, soit parce qu'on est dans la situation de l'agressé. Bien sûr. Donc tu reçois aussi, on va dire, aussi bien des couples que des personnes agressées aussi, je suppose. Oui, je reçois aussi des personnes agressées. Maintenant, je ne suis pas spécialisée dans les traumas. Donc, je redirige en fait. S'il y a vraiment un trauma qui apparaît dans la discussion, je ne suis pas psychologue, je suis bien coach de vie. Et donc, je redirige vers des personnes qui sont spécialisées, soit parce qu'elles sont psychologues, soit parce qu'elles ont fait une formation en hypnose, par exemple. Et donc, elles peuvent gérer des traumas. Donc, pour moi, ça, c'est important de ne pas déborder de mes limites professionnelles. Bien sûr. Alors,
comment on peut différencier une vie sexuelle épanouie d'une vie sexuelle insatisfaisante? La vie sexuelle épanouie va nous apporter un bien-être. On va être à l'aise par rapport aux tabous. On peut tout à fait avoir des tabous et une vie sexuelle épanouie. Mais l'important, c'est que les choses soient claires pour soi-même et que ça se passe bien, soit dans notre couple si on est à deux, soit seul, parce qu'il n'est pas nécessaire d'être en couple pour avoir une vie sexuelle, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est vraiment les caractéristiques de la vie sexuelle épanouie, c'est que ça fait du bien. À partir du moment où la vie sexuelle est insatisfaisante, on va être dans de la frustration, on va être en manque, ou on va avoir des problèmes de douleur, on va avoir des soucis de communication dans le couple, une différence dans le désir entre les partenaires, des choses comme ça. Et là, on va avoir donc la création d'un mal-être, finalement, une frustration, potentiellement même de l'aigreur qui pourrait s'installer, et puis ça peut même aller jusqu'à des problèmes de santé mentale. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est la différence principale que je décrirais. En tant que sexologue, quels sont les problèmes que tu rencontres les plus courants que tu as rencontrés? Je vais reformuler la question. Quels sont les problèmes sexuels les plus courants que tu as rencontrés avec les couples? Alors, dans les couples en général, on parle beaucoup de différences entre les partenaires au niveau du désir. Ça, c'est une première chose. Donc, un partenaire qui va avoir plus envie de sexualité que l'autre. Donc ça, c'est assez courant. Il y a tout ce qui est aussi routine, ennui, dans les couples qui se connaissent depuis un certain temps. Donc ça, c'est très variable d'un couple à l'autre. Certains couples ont une période au moment de la rencontre très très active sexuellement et ça descend assez vite vers quelque chose de beaucoup plus routinier, beaucoup moins intense. D'autres couples parviennent à maintenir une sexualité plus régulière au fil du temps. Et donc, tout ça, c'est des choses qui méritent réflexion, qui peuvent se travailler aussi quand les couples ne sont pas niés par rapport à ça. Un autre type de chose qui surgit aussi, c'est les envies différentes. Par exemple, soit l'un des deux, en fait, s'est un peu adapté, a fait des compromis, finalement, pour correspondre à la sexualité de l'autre, aux envies de l'autre, mais n'est pas pleinement satisfait de sa sexualité et a envie, en fait, de faire d'autres choses. Et peut-être qu'il n'ose pas en parler, ou peut-être qu'il en a déjà parlé, mais que le ou la partenaire n'a pas envie de faire. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a aussi tout ce qui est ouverture d'esprit. Les deux personnes n'ont pas forcément la même ouverture d'esprit et la même envie de découverte. Ça peut arriver aussi. Il y a tout ce qui est douleur. Les douleurs, et en particulier chez les femmes, mais il y a aussi éventuellement des douleurs, je dis chez les femmes, chez les personnes qui ont une vulve, et il y a aussi des douleurs chez les personnes qui ont un pénis qui peuvent survenir. Mais ça, c'est vraiment un problème aussi assez récurrent dans les couples. Et les partenaires n'arrivent pas toujours, en fait, à en parler. Ouais. C'est quelque chose de difficile. Ça crée beaucoup de culpabilité, ça crée beaucoup de frustration. Et puis, peut-être encore une chose que je rajouterais, c'est l'extinction du désir avec le temps. Donc ça, avec les années qui passent, on peut effectivement... avoir le corps qui va changer, par exemple, avoir des soucis de lubrification qui pourraient se mettre en place, un rétrécissement aussi, par exemple, pour les femmes. Avec la ménopause, il peut y avoir dans certains cas un rétrécissement au niveau de l'entrée du vagin, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas du tout systématique, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, et donc... dans des situations comme ça, il va falloir trouver en fait des techniques pour pouvoir continuer d'avoir des rapports sexuels agréables. Et on peut par exemple aussi envisager autre chose que la pénétration. Ça, j'en reparlerai. Vous écoutez Radio Panique. Is this the way you think of home? Crowded city, but you're on your own. Wondering what life be like in different circumstances. When you're running out of breath and need some company to ease the stress. We never have to feel like we're running out of chances. Now, if we stop
Comment les couples, généralement, peuvent-ils surmonter les problèmes sexuels alors ? L'idéal, Parce que c'est tout couple est différent, on est bien d'accord. Hein. Mais oui, chaque personne est différente, Ouais. chaque couple est différent. Et donc, la première recette, je dirais, c'est vraiment la communication. Mais ça, la communication, c'est quelque chose qui n'est pas facile. La sexualité, c'est quelque chose qui est très intime. On est en plus dans une société et des cultures qui ne parlent pas très facilement de la sexualité. C'est Alors vrai. on parle beaucoup de sexe, on voit beaucoup de choses autour du sexe, c'est très utilisé dans la pub, mais quand on rentre vraiment dans l'intimité et dans du personnel et dans des choses de couple, c'est très tabou. Mhm. Et donc c'est compliqué, hein, la communication autour de la sexualité. On n'est pas bien formé pour ça, on n'est pas bien éduqué par rapport à ça. Et ça peut effectivement créer des problèmes sexuels dans le couple. Donc l'idéal, c'est, si on n'arrive pas à communiquer, c'est vraiment de consulter en fait. Hein. C'est de prendre rendez-vous avec un ou une sexologue pour pouvoir avoir une personne qui va mettre les mots, qui va poser les bonnes questions pour accompagner le couple dans son ouverture finalement vers une sexualité différente et qui va aider le couple en fait à mieux communiquer à ce niveau-là. Donc on peut recevoir les couples ensemble, on peut recevoir les personnes séparément. Ça dépend vraiment des approches de chaque sexologue. Bien sûr. Et donc, c'est intéressant d'aller creuser dans les croyances limitantes, hein, comme on dit en coaching, c'est-à-dire les préjugés, les a priori qui vont faire qu'on va, d'une certaine manière, dysfonctionner, qu'on va en tout cas avoir des comportements qui nous nuiront à nous-mêmes ou qui nuiront à notre couple et sur lesquels il est intéressant de travailler pour pouvoir déconstruire, hein, pour pouvoir résoudre ces questions-là. Donc ça peut se faire de manière individuelle. Et puis, il y a aussi un travail du couple ensemble pour faire que le couple recommunique. Alors dans ce cas, s'ils prennent contact avec toi, c'est qu'ils ont confiance en toi, c'est qu'ils tiennent à leur couple alors. Ah oui, c'est qu'en tout cas, ils ont envie que les choses s'arrangent. Ils ont envie de creuser. C'est ça aussi qui est très intéressant. Ah mais oui. Et d'ailleurs, j'admire les couples qui font cette démarche parce que... Parce que là, c'est bon, c'est fini, tu veux pas faire ça, et salut, ciao, je vais me trouver quelqu'un d'autre, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est courageux. C'est courageux, je trouve. C'est quand même une preuve d'amour. Et c'est une magnifique preuve d'amour, effectivement, de venir à une consultation pour essayer de faire changer les choses. Ça devrait être totalement naturel. Hein. On ne se pose pas de questions quand on a mal quelque part, on va chez le médecin. Aller chez le sexologue ou la sexologue. Ça ne devrait pas être un tabou. Ça ne devrait pas être un tabou. Voilà, les sexologues ont l'habitude d'entendre des tonnes de choses différentes. On n'est pas là pour juger les gens. On a vraiment ce regard à la fois technique sur qu'est-ce qui se passe et émotionnel. Hein. Moi, je suis beaucoup aussi dans l'émotionnel. Et donc, voilà, on met en place le nécessaire pour que chaque personne puisse s'exprimer au mieux et chercher des solutions. Et il y a très souvent des solutions dans la plupart des cas. Mais il faut effectivement une volonté. C'est mieux si les deux ont envie. Bien sûr. Parfois, il y en a un des deux qui a plus envie que l'autre. Mais c'est important si on a envie de maintenir le couple et donner sa chance au couple, de pouvoir avoir cette porte-là. Histoire de garder la flamme. Ouais, voilà, tout à fait. Alors, bon, pour les hommes aussi, généralement, avec ces problèmes de couple, quelles sont les principales causes de la dysfonction érectile chez l'homme ? Alors, la dysfonction érectile, donc, on parle bien du problème d'érection, c'est bien ça que tu veux dire. Alors ça, il y a deux types de causes possibles à la dysfonction érectile. Il y a les causes médicales et puis il y a les causes psychologiques. Au niveau médical, il peut y avoir différents types de problèmes médicaux qui vont avoir un impact sur la puissance de l'érection, en fait, je dirais. Hein, est-ce que l'érection est complète ou pas ? Parfois, l'érection est même inexistante. Hein, donc ça dépend vraiment de différents types de pathologies qui peuvent avoir cette conséquence-là. Ça dépend aussi potentiellement des médicaments qu'on pourrait prendre pour résoudre un problème ou l'autre, qui ne serait pas du tout nécessairement lié à la sexualité. Et donc c'est important, quand on a un problème d'érection, déjà de regarder quelle est la fréquence du problème. Est-ce que c'est un problème qui dure depuis longtemps ou est-ce que c'est un problème dans certaines périodes et pas dans d'autres ? Est-ce que c'est un problème avec un ou une partenaire en particulier qu'on n'avait pas avant ? Donc ça, c'est important de pouvoir réfléchir à ça. Et l'idéal, c'est de commencer par aller voir un médecin. Donc on peut peut-être prendre rendez-vous avec un sexologue pour une première approche, une discussion et voir un peu quel pourrait être le problème. Ensuite, aller faire un bilan chez un médecin généraliste
pour voir s'il y a un problème médical qui justifie le problème érectile. Et s'il n'y en a pas, une fois qu'on a écarté cette problématique-là, alors retourner voir un sexologue ou une sexologue pour pouvoir discuter et voir ce qui peut bloquer en fait au niveau plus psychologique, sachant qu'on est tous amenés à un moment ou à un autre à avoir des blocages psychologiques. Même les personnes les mieux dans leur peau, on est tous susceptibles de rencontrer ce genre de choses, donc c'est pas du tout un signe qu'on a un problème. Simplement, on a tous une éducation, des messages éducatifs et on vit dans une société qui est quand même assez dure à beaucoup de niveaux. Non, ça va. Non, ça va. pas, toi. Non, au calme. Ça va. Ouais, bon on en discutera après. Et donc voilà, donc tout ce que je viens d'expliquer par rapport à l'érection. Et donc voilà, quand on a fait le tour en fait des différentes possibilités, il y a vraiment des choses à mettre en place pour pouvoir travailler sur l'érection et sur le lâcher prise, parce qu'en réalité dans le plaisir, on ne peut prendre du plaisir que quand on lâche prise. Et ça, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Donc il y en a qui se retiennent quand ils prennent du plaisir. C'est plus une recherche de performance. C'est-à-dire que c'est plus une question de se mettre la pression. On se met la pression, on veut absolument avoir une érection, mais c'est pas une question de volonté, on en reparlera dans une autre chronique. On veut satisfaire le partenaire ou la partenaire, on veut assurer, on veut plein de choses. Paramètres. Il y a plein de paramètres qui font qu'à un moment, si on est dans du psychologique, on va potentiellement pas du tout obtenir ce qu'on veut parce qu'on aura cette pression. Vous écoutez Radio Panique.
quelles sont les causes les plus courantes du trouble de l'éjaculation ? Alors, les troubles de l'éjaculation, il y en a plusieurs. Il y a un trouble qui est très connu, qui est l'éjaculation précoce, qu'on appelle aussi éjaculation prématurée. Et puis, il y a des troubles d'éjaculation tardive, voire parfois des personnes qui n'ont pas d'éjaculation du tout. Alors, il faut déjà savoir une chose importante, c'est que l'éjaculation et l'orgasme ne sont pas nécessairement liés. C'est-à-dire que ce sont vraiment deux phénomènes distincts. Très souvent, ça va ensemble, mais il y a des personnes qui éjaculent sans orgasme et des personnes qui ont des orgasmes sans éjaculer. Donc ça, c'est intéressant à savoir parce que c'est des choses qu'on peut peut-être essayer de travailler pour pouvoir limiter les conséquences d'un trouble ou d'un autre. Pour revenir vraiment aux troubles de l'éjaculation, de la même manière que pour les troubles de l'érection, il y a deux causes possibles. Il y a la cause médicale et la cause plus psychologique. Et donc, ça va être intéressant de voir à qui on va devoir s'adresser et dans quel ordre pour pouvoir en fait s'attaquer à ce type de problème. Et le mieux, ça va être de commencer par écarter les causes médicales et donc d'aller voir éventuellement un sexologue une première fois, puis un médecin pour faire un bilan et vérifier s'il y a des raisons pour lesquelles on a une éjaculation qui n'est pas l'éjaculation attendue. On peut aussi regarder depuis combien de temps le problème survient. Il y a des personnes qui ont par exemple une éjaculation précoce depuis qu'ils sont ados, qui ont toujours eu ça. Dans ce cas-là, on est plus dans un problème de mauvaises habitudes en fait, par rapport à la manière de gérer l'excitation. Et là, on va être plutôt dans un travail psychologique, dans un travail technique de mettre en place de nouvelles habitudes. Ça s'appelle les TCC. Les TCC, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales. Ça veut dire qu'on va travailler à la fois sur la mise en place de nouvelles habitudes pour pouvoir modifier le schéma dans lequel on est. Et en même temps, on va travailler sur tout ce qui est plus croyances limitantes, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les préjugés des choses dans lesquelles on croit et qui en fait sont fausses et nous empêchent de finalement avoir les comportements qu'on veut. Voilà, parce que ça nous pollue finalement. Donc, au niveau des causes psychologiques, souvent on va avoir un travail sur l'image de soi, sur le rapport à la virilité par exemple, qu'on va avoir aussi dans les problèmes d'érection. Oui. La virilité, l'érection, l'éjaculation n'ont rien à voir, mais dans la culture dans laquelle on vit, c'est très souvent lié dans la tête des gens. Oui. Voilà. Et donc ça crée aussi beaucoup de freins au fait de venir consulter parce que les gens ont l'impression qu'il y a vraiment un problème de honte finalement par rapport à ce qui leur arrive alors qu'ils n'ont aucun contrôle en fait sur ce qui se passe. Il faut simplement mettre en place effectivement des nouvelles choses ou éliminer la cause médicale s'il y en a une. C'est une discussion qui est très très intéressante. Et comment alors dans ce cas les femmes peuvent-elles atteindre l'orgasme ? L'orgasme féminin. On a parlé des troubles chez les hommes, mais l'orgasme chez les femmes, comment ça se passe ? Le mystère de l'orgasme féminin. Eh bien, il y a plusieurs manières pour une femme d'atteindre l'orgasme. En fait, il y a d'innombrables manières en réalité, et pour un homme aussi d'ailleurs. Il n'y a pas que la stimulation du pénis. Mais là, on parle des femmes. Pour les femmes, la stimulation qui fonctionne le mieux, c'est vraiment la stimulation externe du clitoris. Donc, c'est le gland du clitoris, la petite boule qui sort au niveau de la vulve, en haut de la vulve. Et donc, c'est vraiment cette stimulation-là qui est la plus efficace. C'est la stimulation aussi la plus courante en termes de masturbation féminine. Et la plupart des femmes qui se stimulent à ce niveau-là arrivent à un orgasme presque à tous les coups. Alors après, il y a des femmes qui se masturbent naturellement. Il y a d'autres femmes pour lesquelles la masturbation, c'est très tabou. Ou alors qui n'ont pas vraiment exploré et qui ont l'impression qu'elles ne peuvent pas avoir de jouissance en fait à ce niveau-là. Donc ça, voilà, toutes ces choses-là, ça peut se discuter. En tout cas, c'est vrai qu'on encourage beaucoup à la découverte de son propre corps et à l'exploration de son propre corps. Il y a même des sites qui expliquent ça très en détail. Il y a même des sites qui proposent des vidéos très, très soft, très douces, pas du tout, on n'est pas du tout dans du porn ou des choses comme ça, pour montrer en fait comment on peut stimuler cette zone-là pour obtenir du plaisir sexuel. Donc ça, c'est
c'est une source potentielle du plaisir. Après, il y a tout ce qui est à l'intérieur du vagin. Donc, il y a une zone qui s'appelle la zone G, qu'on appelle le point G. Le point G, oui. C'est plutôt une zone, en fait, qu'un point. Et cette zone, elle peut être stimulée de différentes manières. Elle peut être stimulée par le pénis, en fait, selon l'inclinaison, la forme du pénis, selon la femme aussi. Il y a des femmes chez qui la stimulation fonctionne mieux que d'autres. La position aussi dans laquelle on fait l'amour. Ça peut être stimulé aussi au niveau, par les doigts. Donc, on a vraiment cette zone qui est très innervée et qui va permettre à un certain nombre de femmes d'accéder aussi à l'orgasme. Alors, on reste quand même dans des proportions beaucoup plus faibles que les proportions de l'orgasme externe. D'après les études, les chiffres que j'ai pu trouver, il y a à peu près une trentaine de % de femmes qui ont un orgasme, qui peuvent avoir un orgasme interne. Une trentaine de %. Donc, il faut arrêter avec cette obsession de vouloir donner un orgasme à une femme par pénétration du pénis ou par pénétration des doigts. Ça fonctionne pas forcément. Ça fonctionne pas forcément. Et c'est pas forcément que la femme a un problème, quoi. C'est simplement que il faut trouver la bonne manière. Oui, voilà. C'est beaucoup plus efficace d'utiliser la stimulation externe. Après, le mieux, c'est de demander en fait à la personne ce qu'elle préfère, ce qui fonctionne pour elle. Et ça, justement, dans les couples comme ça, est-ce qu'ils se demandent parfois, justement, est-ce qu'ils posent des questions, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire ? Ça dépend des couples, et ça dépend de l'éducation de chacun, ça dépend du rapport à la sexualité de chaque personne. Donc, il y a des couples qui arrivent à communiquer, on revient sur le sujet tout à l'heure, il y a des couples qui parviennent à communiquer là-dessus et à se dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et même à se montrer parfois. Ça peut être je me caresse devant l'autre pour lui montrer comment je fais et pour lui montrer quelle est la meilleure manière de me donner du plaisir. Mais pour ça, il faut déjà avoir déconstruit un certain nombre de tabous. Donc, c'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde, mais c'est clairement une recommandation. S'il y a la confiance et s'il y a l'amour, n'hésitez pas à en parler et n'hésitez pas à vous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et à vous montrer si vous arrivez à ce niveau en fait de lâcher prise et d'intimité. Vous écoutez Radio Panique. We're going back in time. I'd like to see you try unpacking thoughts through tunnels in your mind. I'll fix your mushroom tea and cross the restless sea. Release yourself to escape reality. It doesn't faze you. I need a breakthrough. I only want what's right in front of me. It's quite unusual, seeking approval, begging for it desperately. I said your daddy said I'll teach you how to shine. And all the things you tolerated made you cold inside. But I can light you up again like embers of a fire. It doesn't faze you, I need a breakthrough. I only want what's right in front of me. It's quite unusual, seeking approval, begging for it desperately. I say, how do I make you love me?
Et l'amour, c'est quelque chose de très très important justement pour maintenir cette flamme. Comment les couples peuvent-ils maintenir une vie sexuelle satisfaisante, mais à long terme ? Alors ça, s'il y avait une réponse toute faite, je pense qu'on le saurait Ouais, tous c'est et vrai. Ouais. toutes. Il y a quelques petites recettes qui peuvent aider. De manière générale, la sexualité du couple, elle va se calmer avec le confort. Donc on en parlait un peu, la routine, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui impacte fort les couples au niveau de la sexualité. Et donc, pour aller contre la routine, il va falloir mettre en place des choses qui vont en fait venir perturber ce confort et cette certitude que tout est acquis. Donc comment on peut faire ? Alors, il y a des couples qui vont carrément dans une forme de solution extrême de se dire on va habiter séparément. Ok. Ok. Ça, c'est une possibilité. C'est un Chacun peu chez extrême, soi, mais hein. voilà, chacun chez soi. Il y a quand même un certain nombre de couples qui décident de vivre comme ça pour justement avoir leur moment à eux et leur moment en couple. Ce qui va recréer, une complicité potentiellement un peu affaiblie, je dirais, du fait qu'on se connaît tellement bien parce qu'on vit ensemble depuis longtemps. Il y a également l'intérêt de cultiver un jardin secret, c'est-à-dire qu'on ne va pas mentir à l'autre, c'est pas du tout ça l'idée, mais on va avoir des moments où on ne dira pas tout à l'autre. Voilà, donc ça doit être un accord du couple, parce que certaines personnes vont se sentir en insécurité dans ce genre de situation, donc ça doit être vraiment discuté pour qu'aucun des deux ne se sente mal dans le couple, mais ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Et donc ça peut être simplement, par exemple, un soir par semaine, on fait chacun de notre côté quelque chose, ou toi tu fais un truc un soir pendant que je garde les enfants, et moi je fais un truc un autre soir pendant que tu gardes les enfants, et on n'est pas obligé de se raconter ce qu'on fait. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va briser les règles du couple. On peut très bien ne pas se raconter tout en respectant les règles de base de fidélité, par exemple. Mais voilà, je te raconte pas et donc je crée du mystère. J'apporte de nouveau quelque chose, Un peu de piment. un peu de piment en fait, dans J'aime bien ce mot l'histoire. piment, moi. Et puis après, il va y avoir puisqu'on parle de piment, il va y avoir toutes les pratiques qu'on va pouvoir ajouter dans le couple. Est-ce qu'on a envie de s'ouvrir à des choses un peu plus osées ? Est-ce qu'on a envie d'explorer le libertinage ? Est-ce qu'on a envie d'explorer le BDSM, donc tout ce qui est soumission, domination, tous ces jeux-là ? Est-ce qu'on a envie d'introduire une troisième personne dans notre couple ? Ah, Comment ça arrive on souvent, fait ça. Oui, il y a beaucoup de couples Qui sont là depuis super longtemps et qui... qui font cet essai-là. Est-ce qu'on part dans du polyamour et qu'on décide de créer des relations avec d'autres sans mettre la relation principale en danger ? Ou est-ce qu'on part dans un couple plus ouvert, où on s'autorise des relations sexuelles avec d'autres, mais peut-être pas de relations amoureuses ? Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut explorer en tant que couple pour casser l'ennui. Vous écoutez Radio Panique. I could stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. It doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the party. Don't get too excited, cause that's all you'll get from me. Yeah, I think you're cute, but really you should know I just came to say hello.
lire 2 petits témoignages, parce que je suis sur ta page où on peut te retrouver. Sexologue.brussels, c'est bien ça, hein? Sexologue.brussels. Et là, je vois un petit témoignage de S. Bruxelles. Cela m'a fait beaucoup de bien d'échanger avec une personne qui avait des références similaires aux miennes. Une vision non jugeante, large, ouverte et féministe sur la sexualité au-delà des images étriquées diffusées par les médias, films et littérature. Pays suisse, en tant qu'homme, parler aussi simplement et directement est une expérience par essence positive et rare. Même si les changements sont lents, imperceptibles au début, ils existent. Tout cela fait appel au sensible, à la pudeur et à la confiance en soi. Vous m'avez écouté alors que j'en disais peu et vous avez remis de la lumière dans cette obscurité. Droit au cœur, vous m'avez guidé à l'entrée de voies à découvrir. C'est précieux. Ouvrir l'horizon. Je vous en remercie infiniment. De P Suisse. Qu'est-ce que ça fait justement quand on entend des mots comme ça ? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça me confirme dans mes choix professionnels, mes choix de vie. Parce que pour moi, la sexologie, c'est plus qu'un choix professionnel. C'est vraiment une passion. Oui, pouvoir accompagner les gens, parce qu'en tant que coach de vie, je ne fais pas que de la sexo, je fais aussi de l'accompagnement sur toutes les autres dimensions possibles de la vie. Et avoir cet accompagnement, avoir cette reconnaissance du bien que je peux faire, pour moi, c'est vrai que c'est très important, clairement. Donc je répète, sexologue.bruxelles. Alors, tu confectionnes aussi si j'ai bien compris, tu confectionnes, pour que je ne dise pas de bêtises, des bijoux de corps. Des bijoux de corps. Qu'est-ce que des bijoux de corps ? Alors, des bijoux de corps, ce sont des bijoux qui décorent le buste, les seins, qui s'accrochent éventuellement au téton, qui décorent le dos, les hanches. Donc, il y a aussi des strings en bijoux. Et ce sont des bijoux qui me permettent de faire travailler le potentiel érotique. C'est ce que j'explique sur mon site. Le potentiel érotique de chacun, dans le sens qu'on a besoin, je pense, quand on a envie d'avoir une sexualité active, ce qui n'est pas obligatoire, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important. On peut être épanoui sans avoir de sexualité active. Les personnes asexuelles, par exemple, sont dans cette situation-là. Et donc, si on a envie de travailler un regard plus doux sur notre corps et une érotisation de notre corps, on peut utiliser ces bijoux pour se mettre en valeur. Et à la base, quand j'ai créé ces premiers bijoux, c'était vraiment pour avoir ce regard sur soi, cet empowerment, pouvoir les mettre sous les vêtements pour aller travailler, par exemple, sachant que personne ne sait ce qu'il y a sous nos vêtements, mais qu'on se sent super bien, super canon, parce qu'on sait qu'on a un bijou très sexy sous nos vêtements. Donc, je n'ai pas inventé les bijoux de corps, ça existait déjà avant, mais moi, je crée régulièrement des nouveaux modèles que je vends dans certains magasins et que je peux vendre aussi en direct. Donc là, on peut toujours te retrouver sur sexologue.bruxelles. Et là, on peut me retrouver sur mon site. Je fais aussi du sur-mesure, etc. Donc voilà. Donc collier de sein, de buste, boucle d'oreille, boucle de sein aussi, bijoux de dos, c'est ça ? Bijoux de dos et de rein, bijoux de hanche et de string, et bijoux de pénis pour nos amis les hommes, et autres bijoux. Voilà. Bon, les boucles d'oreilles, c'était pas le but au départ, mais je les ai ajoutées pour pouvoir assortir avec les bijoux de corps. Voilà. Mais donc voilà, tout ça est disponible et je continue de développer au fur et à mesure des demandes. Je fais des bijoux de pied maintenant aussi. Aussi des bijoux de pied, des bijoux de pied. Alors je suis curieux là, les bijoux de pied. C'est quoi ? C'est à la cheville, c'est ça ? Ça s'accroche à la cheville et aux orteils. Ok. Et donc c'est des bijoux qu'on peut mettre pieds nus ou qu'on peut mettre avec des sandales. Voilà. Ok, merci. Voilà, je ne savais pas qu'il y ait des bijoux de pied. Et si. Voilà, on en apprend tous les jours. La vie est un perpétuel apprentissage, moi je dis. Laure Bouquéry, grand merci. En tout cas, si vous avez des questions à lui poser, on peut se rendre sur sexologue.brussels avec S, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Oui. Sexologue.brussels. Laure Bouquéry. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, elle vous répondra si vous voulez prendre rendez-vous. Il y a aussi possibilité de faire des vidéos aussi, des rencontres vidéo, c'est ça, avec les couples.
Non, les couples, je préfère les rencontrer en live. Par contre, si des personnes souhaitent effectivement une consultation en sexo ou en coaching par vidéo parce qu'elles sont loin et que c'est pas pratique de venir sur Bruxelles, c'est possible effectivement de faire une consultation par vidéo. Quand on peut venir en physique, c'est toujours mieux. C'est toujours plus sympathique. C'est toujours plus sympathique et puis on touche à des sujets extrêmement intimes et donc c'est aussi souvent plus confortable pour les personnes en fait elles-mêmes. Voilà, de savoir où elles sont et d'avoir une forme de contrôle sur l'environnement. Mais c'est tout à fait possible, ça fait partie des services que je propose. Alors Bokery, ça fait plaisir de t'avoir dans les studios du 105.4. Merci pour ces petites explications sur la sexologie. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une chronique, ce sera vraiment chouette. Oui, je suis impatiente. Oui, de quoi tu nous parlerais alors la prochaine fois ? Eh bien, la prochaine fois, je vais parler de ma vision de la sexualité plus en détail. Donc, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure, mais je vous donnerai plus d'infos sur ça la prochaine fois.